Deux invités aujourd'hui, c'est Guy et Benjamin de Fleet. Fleet, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est une plateforme qui simplifie la location et la gestion de matériel informatique pour les entreprises. Donc, si vous lancez une activité, que vous arrivez dans vos bureaux, vous avez des collaborateurs qui vous rejoignent, vous avez besoin assez vite d'avoir du matériel informatique. Eux, ils s'occupent de vous faciliter la tâche et de vous fournir ça clé en main en mode location. Ils vont nous parler aujourd'hui d'un sujet qui concerne un peu tout le monde, c'est le pilotage de la tech et du produit en tandem. On sait que les polytech et produits ont besoin, pour être efficaces en tout cas, de marcher main dans la main. Et Guy et Benjamin, ils vont nous parler de comment ils font ça au quotidien. Donc Guy, c'est Guy Huot, qui est Product Director chez Fleet, et Benjamin Brézy, qui est VP of Engineering. Et à eux deux, ils forment un tandem qui pilote la vision produit et tech de Fleet. Ils dirigent les deux équipes avec un focus très fort sur l'impact business et sur la frugalité, qui est un Mhm. terme qu'on n'entend pas souvent, mais qui mérite d'être souligné et qui généralement a pas mal d'impact. Et en un an et demi de travail, ils ont nourri une culture de l'impact partout, ils ont accompagné l'explosion du business, amélioré la rentabilité et lancé l'internalisation et le scale de l'activité. Pourquoi on vous parle de ce webinaire? En fait, c'est parti des questions qu'on a eues côté The Product Crew. Les enjeux qui remontent le plus dans les questions et qui sont liés à ça, c'est d'une part, quelle organisation de tech et produits adopter? On peut avoir différentes organisations. On peut avoir par exemple un CTPO ou un CPTO qui unifie les deux pôles. On peut avoir une hydra de tête qui gère les deux en symbiose. On a différents cas de figure. On sait en tout cas que les deux doivent marcher ensemble et que les besoins ne sont pas toujours alignés, donc c'est pas forcément évident de trouver la bonne orga pour que ça marche. On a aussi la question de la performance, qui est un sujet notoirement compliqué sur la tech et pas vraiment plus simple sur le produit. Donc, euh, surtout s'il ne peut pas expérimenter et suivre l'impact de ces changements. Très difficile d'avoir des KPI pertinents là-dessus. Comment motiver les équipes, les devs en particulier. Donc, c'est un sujet qui est présent dans pas mal d'entreprises et qui est lié notamment au management et à la quête de sens. Et puis, quelle best practice pour maximiser la collaboration et l'impact? Ça, c'est un sujet crucial. L'objectif de la tech, l'objectif final de la tech comme du product, c'est toujours d'impacter le business de la boîte. Et ça peut se faire qu'en faisant collaborer étroitement les deux pôles. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait vous faire un petit cadeau, un dossier qu'on a monté sur la culture engineering. On a demandé à 5 startups de participer et de nous présenter leurs pratiques sur la culture engineering. On en a fait un doc Notion en concaténant, en organisant toutes les données qu'ils nous avaient offertes. Et vous pouvez attraper ce doc en flashant le QR code qui s'affiche sur votre écran. La culture product est souvent documentée, mais nous, on a fait la même chose côté engineering, qui l'est moins souvent. Et ça peut servir d'une part aux tech pour essayer d'améliorer les choses, mais aussi au product pour mieux échanger avec les techs. Et ça vous donnera plein d'idées de choses à mettre en place dans votre orga pour avoir une culture saine et efficiente. Quelques mots sur nous, sur TPC, The Product Crew. On se définit comme le copilote du recrutement pour les startups et les scale-up ambitieuses. On a une vision qui est d'aider à bâtir les futurs champions européens de la tech. Et pour ça, on a créé une communauté sélective qui réunit les meilleurs talents du dev, du product et aussi de la data et du design. Et en 2 ans, on est devenu 10 000 membres qui s'aident à progresser dans leur métier en continu avec des ressources techniques expertes, des événements, du coaching, des webinars comme celui-ci. Et on aide aussi nos membres à trouver leur prochain job au sein des meilleures startups et entreprises tech. Pour ça, on accompagne environ 800 entreprises avec une moyenne de 2000 talents en recherche ultra active chaque mois. Donc, si vous recrutez, je vous invite à flasher le QR code en haut à droite de cette slide. On vous donnera accès au meilleur des profils product et tech qu'on trouve par ailleurs. On accompagne tout type d'entreprise, de la startup au grand compte, de Workly à Blablacar, de Conto à BPI France. On accompagne même Apple, Scaleway, Mime ou le PSG. Et si vous cherchez votre prochaine aventure, je vous invite à flasher ce QR code. On vous aidera à trouver le poste qui vous convient. Le système est super efficace. C'est un sprint de 1 mois durant lequel on te propose des opportunités qui matchent vraiment avec ce que tu recherches. Euh, voilà, donc pas d'hésitation. Pour, euh, pour l'instant promo, on a fait le tour. On peut revenir au sujet du jour. Et tout le monde est là. Je vois que vous êtes assez nombreux. On est déjà 120 sur le live. Et pour ça, donc, je vais donner le micro à Guy et Benjamin. Et je vous retrouve tout à l'heure. C'est à vous. Merci beaucoup Mathieu. On va partager les slides qu'on va vous présenter. Deux petites secondes à tous s'il vous plaît. Et bonjour à tout le monde surtout. On est hyper content que vous soyez avec nous pour partager ce moment. Est-ce que c'est bon? Vous avez bien nos slides? Impeccable, on voit bien. Eh ben, top. Ça marche. Oui, merci beaucoup Mathieu pour l'introduction.
Donc, comme le dit le titre, on va présenter comment Guy et moi, on gère la tech et le produit en tandem chez Fleet. Donc, je m'appelle Benjamin, je suis VP Engineering chez Fleet. J'ai rejoint la boîte il y a 4 ans maintenant en tant que second employé. Donc, j'ai contribué à créer la première version de la plateforme, à monter la première version de l'équipe tech. Et avec Guy, donc, on travaille ensemble depuis 1 an et demi. On a consolidé ça et on a revu pas mal de process, surtout pendant les derniers mois. Et donc, moi, c'est Guy, je suis product director chez Fleet depuis plus d'1 an et demi. Et donc, on construit avec Benjamin le produit main dans la main avec une équipe tech et produit d'une dizaine de personnes. Et j'ai 2 designers et 2 PM dans mon équipe. Et avant ça, j'ai fait du conseil. J'étais en startup où j'ai eu la chance de voir plusieurs environnements très différents. C'est ça. Et je sais pas si j'ai passé. Donc, moi, j'ai 6 développeurs dans mon équipe. On va présenter un peu comment on structure tout ça. Avant tout, Fleet, ça transforme la façon dont vous gérez votre informatique. L'idée, c'est vraiment d'accompagner l'entreprise pour rendre simple et accessible à des profils non techniques et à l'ensemble des personnes qui vont vouloir gérer l'IT dans leur entreprise, qui vont avoir cette mission souvent en side, ça arrive chez beaucoup de CTO, pour les accompagner et simplifier leur vie. C'est l'objectif grâce à un panel et une plateforme all-in-one solution qui permet de louer son matériel informatique, mais aussi d'avoir une garantie premium sur 36 mois, de bénéficier d'un support IT et de sécuriser son parc en quelques clics grâce à notre MDM. Et enfin, à la fin du cycle de vie, on va vous accompagner sur le reconditionnement du parc informatique. Et vous avez donc une plateforme qui vous permet de gérer tout ça de manière simple et automatisée. Et notre vision à nous, c'est vraiment de simplifier la location, la gestion et le renouvellement du matériel de bureau pour les PME. Quand je dis matériel, c'est parce qu'on fait pas que de l'IT, on fait aussi des meubles et des phone booths. Voilà, donc un peu dans cette mission d'aller gérer tout l'IT, on s'est heurté un peu à 2 problématiques récemment qui est assez nouvelle pour nous. La première, c'est de devenir expert en IT. Alors moi, je suis pas expert en IT de formation, je suis autodidacte sur la partie dev, mais la gestion IT, je connais quelque chose. Mais voilà, on a besoin d'avoir une légitimité, de savoir comment fonctionne la sécurisation de postes de travail, la sécurisation de réseau, et monter en compétence là-dessus, et avoir cette légitimité, et itérer aussi là-dessus pour avoir un produit fiable auquel on a confiance et auquel nos clients peuvent faire confiance aussi. Et la deuxième problématique, c'est une problématique d'internationalisation. Donc, Fleet a été créé en France il y a 4 ans et demi. Et aujourd'hui, on est déjà présent dans 4 marchés. On a l'envie de s'ouvrir un peu dans tous les marchés européens, pour augmenter un peu nos segments. Euh, donc, on va aussi présenter un peu comment on essaie de faire ça avec des moyens limités. Donc, Fleet est totalement bootstrappé. On n'a fait aucune levée de fonds. On a des petites équipes. Donc, il faut choisir nos combats et on va vous montrer comment on a organisé ça. Tout à fait. On arrive à faire 30 millions, 10 millions pardon, de chiffre d'affaires à 30 personnes, ce qui, je pense, est assez impressionnant. Et avec une équipe tech réduite à développer de CPI. Voilà, pour venir sur l'organisation, aujourd'hui, un peu comme Mathieu l'a présenté en début, on est une hydre à 2 têtes, on va dire. L'idée, plutôt d'avoir l'équipe tech d'un côté et l'équipe produit d'une autre, c'est d'avoir une équipe tech et produit qui parle d'une même voix. Guy et moi, on essaie de s'aligner régulièrement pour toujours avoir un même message cohérent, aussi bien avec les founders au-dessus qu'avec les équipes. Et donc, au lieu de séparer cette équipe en tech et produit, on l'a séparé en Impact Squad, donc côté acquisition et côté satisfaction et rétention, avec des 2 côtés des OKR business, des enjeux business. D'ailleurs, les plans du bureau reflètent ça. On va avoir dans notre bureau une table avec l'équipe acquisition, une table avec l'équipe rétention, et on s'est rendu compte que même ça crée de la discussion, ça va favoriser un peu les synergies. Les synergies de travail entre deux équipes produits et tech, et ça a fortement amélioré la relation et justement d'avoir eux aussi au sein de leur propre squad des vrais tandems. Voilà, donc alors on enfonce un peu les portes ouvertes pour commencer, mais la coopération tech et produit est essentielle pour avoir de l'impact et pour bien avancer sur ces projets. On va commencer avec un contre-exemple. On va présenter rapidement un projet qu'on a eu cet été, qui est un projet de refonte de back-office où on n'a pas bien géré la coopération entre tech et produit. Donc, déjà, pour présenter un peu ce projet, l'idée venait du fait que notre back-office
d'un point de vue tech, fonctionnait pas très bien. Il y avait beaucoup de dettes techniques dessus. C'était un peu complexe de travailler dessus. Le code n'était pas de très bonne qualité. Et par contre, nos équipes savaient l'utiliser, arrivaient à faire ce qu'ils voulaient dessus. Et On avait un on bon avait, NPS dessus on avait un concrètement. bon NPS, on avait mesuré, on avait demandé aux gens ce qu'ils pensaient du back-office, ils en étaient contents. On s'est dit, je pense qu'il y a des choses à faire en quick win. C'est une refonte technique, il y a pas besoin, on sait un peu ce qu'il faut faire, il n'y a pas besoin trop de créer de tickets parce que c'est un projet purement tech, il n'y a pas d'enjeu métier à en parler. Et ça a été une erreur. Donc, on reste un peu sur cette slide. Donc, on n'a pas mesuré bien les risques, on n'a pas bien séparé le projet en, en, en lot unitaire, en user story. Et donc, ça fait qu'on s'est un peu un projet serpent de mer, sans deadline clair, sans jalon clair, et c'est des choses qu'on a un peu rajoutées au fur et à mesure. Voilà. Donc, si le produit travaille seul, lui, il va apporter la vision business, la vision utilisateur, il va apporter cette segmentation et cette vision en user story. Et quand le texte travaille seul, il va apporter l'idée de faisabilité, les contraintes techniques, la résolution technique. Mais on a besoin d'avoir les deux pour avoir l'ensemble. Même sur des Ensemble. projets de refonte, Voilà, du même coup. sur un projet qui, de premier abord, paraît un projet purement technique, on a quand même des avantages à inclure dès le début l'équipe produit. Et ça nous a en fait levé pas mal d'interrogations sur comment on pouvait améliorer du coup le delivery de nos projets, parce que ça a été un échec tant en termes de spécification qu'en termes de sortie de cette refonte-là et de retour utilisateur interne. Et donc, on s'est interrogé sur comment on pouvait dérisquer fortement nos mises en production, tant en termes produits qu'en termes techniques, et améliorer notre qualité pour le business et pour les utilisateurs in fine. Et donc, on a réfléchi à améliorer notre framework. Initialement, on travaillait vraiment en Scrum classique, cycle itératif, roadmap au semestre, et avec des sprint planning, rétro, grooming. Les techs suivaient la discovery, mais pas plus. C'est ça. Et on trouvait qu'il y avait un impact qui était assez limité, in fine, des techs sur cette partie-là, sur la compréhension du besoin. Ils arrivaient trop tard. Et donc, on a revu la façon dont on travaillait ça en créant des vraies instances où finalement, on pense que c'est important, quel que soit le projet, tant technique que produit, d'avoir une réunion qui s'appelle Ticket and Design Review, où on va découper et écrire ensemble les tickets pour avoir sur chacune des US tant la vision produit que la vision technique. Il y a une première draft qui peut avoir été effectuée en amont, mais ça va nous permettre d'avancer et de progresser derrière pour avoir la même compréhension du produit, du projet et du scope en termes techniques et en termes produits des deux côtés, puisqu'il y a vraiment deux parties. C'est aussi quelque chose qui nous manquait, c'est que les devs n'étaient pas prévenus en amont du projet, découvraient un peu au dernier moment. Le fait d'avoir ce point qui va être donc avant le kick-off qu'on va présenter après, permet c'est aussi au tech d'avoir la vision du projet et au projet et non pas au sprint, un peu en amont. On avait tendance en plus à découper les tickets et on les testait qu'à la fin. Donc on s'assure maintenant d'avoir des tickets qui sont bien testables au fur et à mesure en suivant le invest au niveau des user stories. Souvent en startup, on se dit non mais on va tout développer, ça sera plus simple et après on va tester. Et donc en fait on se retrouve avec des travers derrière qu'on va vous expliquer dans la phase de QA. Et enfin, tous les projets chez nous, tous les features chez nous sont fortement splittés. On va vraiment partir d'un MVP jusqu'à à itérer au fur et à mesure. Et même si on a une vision finale qui a été définie avant, on va voir comment on peut découper ça en vraiment des petits lots à prioriser et à développer pour dérisquer, in fine, aussi la sortie de ces projets. Et après cette instance-là qui a été faite en commun entre le Mhm. dev et le produit, qui est une vraie réussite depuis qu'on l'a mis en place, on a ce qu'on appelle le kick-off, qui est vraiment le moment où on passe le bébé du produit au développeur, et c'est maintenant le développeur qui se lance dans le développement. Et ce moment-là, en fait, on va rappeler à tout le monde, c'est quoi le scope du projet? C'est quoi l'objectif chiffré qu'on a d'amélioration, par exemple, de taux de conversion? Donc, on a tout un template Notion qu'on remplit. Et on va définir, côté tech, précisément, grâce à leurs estimations, deux targets. Une target de deploy preview pour aller tester et une target Mise en prod. de mise en production. C'est quand est-ce que j'ai fini tous mes tickets et qu'on fait les derniers testings et quand est-ce qu'on va mettre en production. Ça peut être décrié d'avoir une deadline, mais ça a beaucoup amélioré la situation. On a besoin d'aller plus vite que la concurrence Mhm. et donc il faut shipper plus vite. Pour rester dans un concept d'océan bleu, il faut donc du coup se motiver pour rester dans cet océan bleu de feature où on va sortir plus vite des nouvelles fonctionnalités que nos concurrents.
On a donc ajouté ça et en fait, ça va permettre aux équipes tech, Ben vous le dira, de se motiver, de donner le dernier coup de collier à la Et, fin et d'éviter les faits. On remet à plus tard. et surtout de prendre le recul aussi sur sa fonctionnalité. Alors, je ne sais pas si tu as posé, c'est le dev qui va fixer la deadline. Mm. On va lui C'est hyper demander, important. lui, selon lui, quelle deadline. Alors, normalement, il a les outils pour estimer cette deadline. On va chiffrer chaque ticket avec un nombre d'efforts. Mais juste le fait d'avoir cette réflexion côté dev et pas côté produit, je sais qu'il y a des boîtes où c'est le produit qui va gérer deadline. Lui, il va se rendre compte un peu aussi du travail et avoir une vision un peu plus globale de ce projet. C'est un vrai engagement et commitment qu'ils vont avoir derrière. Et puis, ça nous permet, côté produit, de bien communiquer au marketing les dates de sortie pour orchestrer la communication et le plan de déploiement dans les différents pays. Ça nous permet aussi, si on a décidé de faire de la bêta-test auprès des clients, de pouvoir identifier ces clients en amont et dès le lancement, de les Mhm. embarquer. Et ça, c'est aussi hyper important, comme vous verrez dans l'exemple qui suit. Ça. Un autre rituel qui est côté dev, c'est que c'est lui qui va faire la communication en interne à la release via soit une petite vidéo, soit un mail, soit un message Slack, en fonction du scope du projet. Et lui, ça lui permet aussi, à la fin de son projet, de se rendre compte de la valeur ajoutée plutôt que de dire j'ai changé une ligne dans tel fichier pour réparer tel. Enfin, de dire le but de ma feature était de faire ça et l'enjeu était ça et le next step est de faire Et ça. donc, on l'accompagne dans le kick-off en écrivant avec lui un premier draft Mhm. pour lui redonner bien la valeur ajoutée. Et ça permet que lui, du coup, il la garde en tête jusqu'au long du développement et que du coup, le jour de la sortie, il s'assure qu'il Oui. a atteint cet objectif. Et enfin, donc, il y a toute la phase de QA qu'on a fortement Mhm. améliorée. Ça, c'est vrai, c'est des process qu'on a mis à jour assez récemment. Avant, on faisait une grosse phase de Q. Alors, une grosse phase de Q à la fin du développement via une deploy preview. Le dev a fini tous ses tickets, il ouvre une deploy preview dans GitHub. Ça crée un environnement de preview sur lequel on va valider le code et sur lequel l'équipe produit va repasser pour faire la QA et pour faire des retours. Sauf que cette phase de QA, elle n'est pas très pratique parce qu'elle prend beaucoup de temps. Pendant ce temps, le dev, il attend, enfin, il attend pas, il fait autre chose, il va s'intéresser à un autre projet, il va se déconcentrer de ce projet-là. Donc, on a voulu faire de la QA au fur et à mesure. Déjà, ça a un effet secondaire qui est qu'il faut que nos tickets soient unitaires et soient bien cadrés pour que chaque ticket, de manière unitaire, puisse être mis dans la deploy preview, puisse être testé par un PM. Et ça fait aussi que le dev a les retours au fur et à mesure. Donc, il ne va pas avoir un retour sur quelque chose qu'il a fait il y a 3 semaines, il va avoir un retour sur un truc qu'il a fait la veille. Ça permet d'être plus efficace. Ça génère du discours aussi, même de manière ad hoc. Ah, ouais, j'ai sorti ce ticket, ok, je l'ai regardé. Ah, mais on ne s'est pas mis d'accord. Et d'avoir des cycles d'itération beaucoup plus rapides là-dessus. On a quand même une phase de QA avant la release, bien sûr, qui est assez inévitable. Mais au global, on constate quand même qu'on a gagné en efficacité en Avant une mettant phase de ça en QA à place. la fin, ça peut mettre 3 4 jours, alors que là, maintenant, on les fait en une journée, en vérifiant juste qu'il n'y ait pas d'impact extérieur, de vérifier que toute la feature tient bien la route, et en l'envoyant aussi au métier Mhm. sur les grosses features pour qu'ils puissent nous faire leur feedback. Ce qui est important, et il s'avère qu'en fait, si on regarde le total de QA qu'on effectue, du coup, ça a diminué in fine dans le cycle. Souvent, les gens disent non, mais on ne peut pas tester si tu n'as pas tout l'ensemble au fur et à mesure, et donc on attend d'avoir la feature prête. Malheureusement, en fait, et je pense que c'est un vrai risque dans beaucoup d'entreprises, de petites entreprises, on ne prend pas cette rigueur-là. Et si on la prend dès le début, en fait, on va pouvoir shipper plus vite et on va améliorer sa qualité. Et c'est un vrai enjeu, je pense. Et ça permet aussi au produit, du coup, d'avoir une certaine satisfaction de faire ça ticket par ticket et pas de se retrouver dans un tunnel de 3 jours où il arrête de bosser sur toute sa discovery, toutes ses discussions, où il a plein de réunions. Et du coup, en fait, soudainement, sa priorité change et c'est pas la chose la plus agile en réalité qu'on aurait eu à faire. On va vous illustrer ça avec le lancement d'un nouveau produit, donc ce qu'on appelle le MDM, qui permet de gérer à distance un ordinateur et de le sécuriser, d'activer Firewall, FileVault ou autre, par exemple, sur lequel on a itéré depuis 6 mois pour atteindre un point de market fit. Et comment, justement, en appliquant ces différentes étapes, ça a été un succès. Pour vous présenter le projet, le goal de cette feature-là, c'était de vraiment permettre à des IT managers de gérer vraiment leur parc à travers Fleet en sécurisant leurs ordinateurs. On avait des différentes contraintes importantes. C'est que c'est un produit très complexe et nous, notre objectif, c'est de simplifier, comme on vous l'a dit. Donc, on a besoin de faire une UX hyper simple de quelque chose. Si vous allez chez tous les compétiteurs et leaders du MDM même, vous avez affaire, vous mettez le doigt dans beaucoup de paramétrage et beaucoup de complexité. C'était un nouveau produit avec des nouveaux sujets techniques à comprendre et à apprendre, parce que gérer un ordinateur à distance, c'est un métier à 100%. Et on avait décidé de le faire sur Mac, Windows et Linux. Mhm. In fine, c'est la vision qu'on avait.
Et enfin, on dépendait d'une partie externe, parce que ce n'est pas notre propre MDM, on a intégré le MDM d'une partie prenante qu'on revend, qui est celle de Workplace ONE VMware, parce que ça nous permettait d'aller plus vite en réalité pour délivrer et que ça nous donnait un gage de qualité et de confiance sur le produit qu'on allait offrir à nos clients. Tout ça, c'est un objectif qui est très simple, c'est aussi d'augmenter et de générer une nouvelle ligne de revenus pour Fleet. Et donc, pour faire ça, on a vraiment pris le parti de définir un MVP. On a fixé notre MVP qui était que sur Mac, on installait seulement et on voyait les informations, on ne pouvait pas gérer l'ordinateur. On a chiffré ça avec le développeur en charge du projet et on a fixé une deadline pour la bêta. En amont, on avait aussi identifié des clients qui étaient d'accord pour tester cette fonctionnalité-là et pour à terme payer cette feature. Et donc, on leur a communiqué la date de lancement en bêta et dès le premier jour, on a pu les embarquer. Ça nous a permis d'itérer et de corriger les bugs parce que quand on a sur Mac, il y a quand même pas mal d'OS différentes, de versions et autres qu'il fallait qu'on apprenne à gérer, même si on avait fait des tests. Et ça nous a permis d'apporter de la valeur. Et donc, avec le développeur, on a directement fait, lui et moi, les échanges avec le client pour installer les premiers ordinateurs, les premiers échanges commerciaux pour les convaincre, ainsi de suite, et bien comprendre en fait quels étaient les critères qui permettaient de les convertir, mais aussi les difficultés que rencontrait le parcours. Ça nous a permis de définir une deuxième feature, on s'assurait d'avancer, qui était donc de pouvoir opérer sur le Mac, les actions, et ainsi de suite. Au fur et à mesure, on a développé de plus en plus en ajoutant Windows puis Linux, et on a itéré fonctionnalité par fonctionnalité à chaque fois, en faisant des phases de release et de QA très rapides, grâce au kick-off qui était fait, qui permettait de définir les priorités, les dates, et de donner à nos clients qui étaient en bêta de la visibilité sur les prochaines fonctionnalités qui arrivaient pour les rassurer, parce qu'on était sur un nouveau produit qui n'était pas complet, pour les rassurer sur l'objectif qu'on cherchait à atteindre. Et là, on allait. Et en fait, même en fait, pour nous, ça nous a motivé à atteindre cet objectif-là, parce qu'on l'avait communiqué aux clients, mais ça permettait aussi aux clients de le rassurer, de se dire que le produit, il avançait et que dans les prochains jours, les prochaines semaines, il aurait les features qu'il attendait pour sécuriser ses ordinateurs à distance. Au début, c'était une feature hyper cachée. C'est pour ça qu'on vous dit on est vraiment parti d'un MVP qu'on a caché dans les paramètres, qu'on pouvait activer seulement à la demande, qui est devenu hyper central avec maintenant un dashboard qui est remonté dans la vue cockpit et qui en train de devenir un des succès dans l'offre de Fleet. En faisant ça, en fait, on a bien dérisqué le projet en allant par petits bouts, en identifiant des bêta-testeurs, en utilisant de la méthode d'écrire bien les tickets au fur et à mesure testables puis les kick-offs pour lancer, définir ces dates qu'on a pu communiquer aux clients. Et c'est ce qui nous a permis, en fait, grâce à des courtes itérations et un découpage très précis permettant d'être agile, de faire ça un succès et en 6 mois d'avoir un vrai product market fit qui a été atteint. Maintenant, on va parler Ah d'internationalité. ouais, le second sujet dont je voulais vous parler, c'est l'international. Et je vais vous présenter un peu sous forme de dilemme. Donc, on parle de simplification, simplification, simplification depuis le début. Et en effet, en France, on a un funnel de vente et d'ops très simple pour le client. Tout est automatisé. Le client passe sa commande en ligne. Il y a un contrat qui part chez lui via YouSign. Il reçoit des infos de tracking, etc. Mais quand on ouvre un nouveau pays, on ne peut pas avoir une expérience si simple pour le client. Il faut s'adapter. Donc là aussi, l'idée, c'est vraiment de travailler en MVP au plus possible, de redécouper, je répète un peu ce qu'a dit Guy, mais vraiment, c'est un peu notre credo sur tous nos projets, de découper jusqu'à ce qu'on puisse plus découper. Et le MVP pour l'international, on s'est rendu compte qu'en fait, c'est un tableau Excel. Le commercial va appeler le client, il va le noter dans un tableau Excel, il va lui envoyer ses appareils, il va noter appareil envoyé dans un tableau Excel. Donc, voilà, l'idée, c'est un peu de faire des choses, do things that don't scale, comme dit Paul Graham. Donc, faire des choses qui ne marchent pas à l'échelle. Quand on a deux, trois clients, c'est simple à faire, c'est simple à mettre en place, ça demande très peu de tech. On va minimiser un peu le travail tech, pas parce qu'on est fainéant, mais parce que c'est ce qui nous permet du mieux s'adapter à l'avenir. Et ce qui prend, ce qui marche, par exemple, si on veut lancer plusieurs pays, on se va se rendre compte qu'il y en a un où on a besoin d'automatiser les choses, on a besoin d'automatiser la signature de contrat, on a besoin d'automatiser les factures. On va se concentrer vraiment sur ce qui a de l'impact et sur ce qui est important pour le business. Donc voilà, en lançant un peu vraiment en manière très manuelle, sans aucune automatisation. C'est grâce à ça qu'après, on arrive à s'adapter rapidement et faire scaler le produit dans un second temps. Ouais, parce que pour compléter ce que dit Ben, ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, Fleet, c'est un produit qui paraît simple parce que c'est juste on commande des ordinateurs, mais derrière,
On envoie la demande à des leasers qui vont la scorer, qui vont l'accepter avec des contrats et ainsi de suite. Et donc, en fait, il y a une certaine complexité dans toute la chaîne opérationnelle derrière. Donc, au début, c'est un fichier Excel. Après, on permet d'accéder à l'espace client et de Mhm. passer commande, mais toute la partie opération, supply et ainsi de suite est manuelle. Rien n'est automatisé. Et quand les directeurs de pays ont atteint un certain objectif de chiffre d'affaires, alors on automatise et pas avant. Donc, ça fait partie du deal qu'on a avec chacun des pays qu'on Mhm. ouvre à chaque fois. Et c'est ce qui nous a permis d'ouvrir la France, l'Espagne et les UK et la Germanie, pardon, avec succès. Et là, donc, pour les prochains mois, on va en En ouvrir moins de 2 ans, 10 ouais. en utilisant la même méthode et en faisant le même MVP pour les 10 pays d'un coup. C'est ça. On n'a pas encore commencé le dev dessus, mais là, les commerciaux sont déjà en train de vendre Voilà. les produits Fleet dans d'autres Il pays. n'est pas ouvert en Suisse, mais aujourd'hui, il y a une commande en Suisse qui vient d'être acceptée par les commerciaux, validée et ainsi de suite. Et elle vient d'être ajoutée au fichier Excel et on va rattraper la donnée. L'idée, c'est que, en fait, il ne faut pas qu'on soit un bloqueur pour le business non plus. Et donc, dans tous les cas, même si ce n'est pas des choses qu'on va pouvoir faire tout de suite, on va essayer de leur apporter des solutions et des réponses, même pour plus tard intégrer la data. Et notre objectif, du coup, c'est vraiment d'apporter de la valeur au business. On part toujours de ce noyau dur, en fait, du business. Et à chaque fois, on va regarder si c'est compris dedans. Est-ce que c'est compris dans les parcours clients qui sont les plus primordiaux, tant en termes business que rétention? Donc, chez nous, on regarde deux choses, le parcours de commande et la livraison. Est-ce que c'est une perfect order delivery? C'est-à-dire une delivery qui a été livrée à temps selon la promesse qu'on a fixée, sans ticket support créé. Et à partir de là, on va faire évoluer le produit. Dès que c'est au centre de ces problématiques-là, tant MDM que contrat et livraison, et ben, c'est des sujets qui sont prioritaires, sur lesquels on va prendre du temps. Et dès qu'on s'en éloigne au plus au fur et à mesure, c'est des sujets qui sont moins prioritaires et qu'on va déprioriser de la roadmap. Et donc, on fait des roadmaps au quarter qui sont diffusés à toute l'entreprise et qui sont aménageables selon les différents sujets. Puisqu'il y a des moments, comme toutes les startups, où on va gagner des accords. Par exemple, le fait de pouvoir lancer tous les pays, c'est un accord qu'on a eu avec un leader. C'est nouveau, c'était un sujet qu'on n'avait pas dans le prévu. Et bah, du coup, on a quand même étudié la possibilité de faire un MVP pour eux. On a fait quelques développements pour que ça soit possible. Et on a repriorisé le sujet pour dans le mois prochain, faire le nécessaire. Et dès fin avril, avoir ouvert les 10 pays pour l'ensemble des sales. Au moins un MVP. En format MVP toujours, ne vous inquiétez pas. Et donc, je pense qu'il faut retenir la présentation. Ouais. Donc voilà, quelques bullet points un peu de récap de ce qu'on a pu vous présenter à l'instant. Donc voilà, toujours impliquer les aspects business le plus tôt possible et dans toute la partie, dans tout le cycle de développement et même avant le développement. Je pense que expliquer et faire comprendre les enjeux business à l'équipe de dev, c'est assez crucial. Ça permet aux devs aussi de donner du sens à leur boulot, de dire, OK, si je développe cette interface, c'est pour cet enjeu business parce qu'on va aller chercher tel marché, etc. Ça permet d'avoir une vision aussi plus globale de la stratégie d'entreprise. Prendre du recul aussi sur chaque projet, aussi bien côté produit que côté dev. L'importance de fixer des deadlines, aussi bien pour la motivation que pour la visibilité et pour la communication. Découper, découper, découper. Toujours plus découper. Si on peut plus découper, c'est un produit, c'est Saint-Exupéry qui dit un livre est parfait, pas quand il n'y a rien à rajouter, mais quand il n'y a rien à enlever. Donc c'est un peu la même philosophie. Donc tant qu'on peut enlever, on enlève. Et voilà, et ensuite on automatise et ensuite on scale. Et ce qu'il faut rajouter sur la deadline, je pense que la target et puis tout le mindset, il faut que ça soit un succès. Voilà. Quand vous mettez en place ce type de choses au début pour vos développeurs, il faut que les premières targets qu'ils vont fixer, elles soient un succès pour qu'ils prennent confiance dans le mode de fonctionnement. Et donc, dans tout votre mode de travail, c'est aussi de les accompagner dans le fixe, de fixer les premières targets pour que ça soit un succès et au fur et à mesure de les accompagner pour les challenger et qu'elles deviennent de plus en plus intéressantes à atteindre parce que ça va leur permettre de se développer. Bon, voilà, je crois qu'on a fait le tour. Pour finir, petite annonce, ouais, on cherche un développeur JavaScript full stack dans l'équipe. Donc, si ce qu'on vous a présenté vous parle et vous vous y reconnaissez, n'hésitez pas à flasher le QR code ou m'envoyer un message directement sur mon adresse mail qui s'affiche ou sur LinkedIn. N'hésitez pas aussi à faire un tour sur notre plateforme. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, d'aller regarder. On est preneur de tous les feedbacks que vous pouvez faire aussi. Feedback, tant sur la partie leasing que la partie MDM pour gérer les devices à distance sur lesquels vous avez un mois offert d'ailleurs pour tester le service. Merci beaucoup. Je regrette la parole à Mathieu. Yes. Ça marche. Hâte de connaître vos Merci. questions. Merci à tous les deux, merci Guy, merci Benjamin, c'était super intéressant, notamment sur la partie itérative et le fait de découper à un max. Je pense que c'est vraiment une partie essentielle de savoir réduire, réduire, réduire et découper, même si enfin, on réduit pas forcément. Enfin, il y a deux aspects, le côté réduire pour qu'il y en ait moins et le côté découper pour le shipper plus facilement et de manière Mhm. itérative. Ça,
Ça me paraît essentiel. J'aime beaucoup aussi Il faut pas le changer côté son... répartition. Oui, vas-y. Et il faut pas changer le scope du projet. L'objectif ne change pas, c'est juste qu'on découpe beaucoup pour s'assurer qu'on dérisque la mise en production. C'est ça. Et du coup, quand tu découpes et que tu livres au fur et à mesure, tu as des feedbacks, une boucle Tout à fait. de rétro-feedback beaucoup plus Et courte et donc si tu on peux veut changer le t'adapter si scope, on besoin. peut changer le scope, même si c'est pas Ouais, C'est ça, l'objectif. c'est bien de ne pas se l'interdire aussi, on est d'accord. mais- J'aime aussi beaucoup le côté physique, répartition physique des équipes qui permet d'avoir un meilleur alignement, une meilleure communication. Ça, c'est vraiment top, même si ça peut être un point de détail, ça peut avoir pas mal d'impact. Moi aussi, je pensais que ce serait plus anecdotique, mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte que même au sein de l'ambiance de l'équipe, ça fait que bah, les devs et les products se parlent plus et c'est toujours bien que les gens se parlent dans un bureau. Il faut des Exactement, décisions de deux Ouais. tables séparées, qui est important finalement. exactement. On va donner le micro à Enio s'il est dispo pour une petite question qui me paraît assez pertinente dans ce contexte-là sur la répartition des rôles et le Final Cut. Enio, est-ce que tu es avec nous? Allô, allô, oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Ouais. Très bien, donc je me présente rapidement, Enio, ex-Head of Product et Tech chez WoW Music, un Spotify africain. Et du coup, la question que j'ai posée dans le chat, elle vient du fait que j'ai eu à peu près la même expérience. Je suis arrivé dans une équipe où il y avait déjà des techs et on a mis en place cette gestion de produit, cette gestion en tout cas produit technique unifié hybride avec le produit. Mais euh, in fine, quand on est à deux, il faut pouvoir prendre des questions et assez naturellement, bon, dans mon cas, j'ai pris le lead. Mais j'aimerais savoir, vous, dans votre cas, qui prend le lead quand il y a des décisions à prendre, quand il faut trancher, comment vous gérez les divergences. Il y en a qui vont dire bah, la dette technique, c'est la priorité, d'autres qui vont dire que, je sais pas, la rétention, c'est la priorité. Qui reprend naturellement le lead, qui tranche? Est-ce que c'est lié à la culture de votre boîte? Voilà un petit peu ma question. Alors, il faut que tous les deux on soit d'accord sur la décision. Il faut pas qu'il y en ait un qui dise rouge et l'autre qui dise vert. Et quand il y a besoin de trancher, bah, ça va passer via les cofondateurs aussi. On va prendre le recul de développer les arguments, essayer de faire ça de manière un peu rationnelle et en fonction des objectifs du moment et un peu de la stratégie de la boîte. Ça va Et aussi dépendre un peu des sujets, je pense, et ouais, des sujets plus micro où bah, il y a une confiance. Sur des ouais. sujets techniques, des choix ou autres, c'est plutôt Ben qui est dans ce cas va prendre le lead. Sur des sujets produits, c'est plutôt moi. Après, du coup, sur des grandes orientations, ouais, il y a quand même une nécessité d'accord tant dans le Mhm. fonctionnement que dans les décisions prises. Et sinon, c'est de l'arbitrage et de la définition avec les fondateurs par rapport à la strate de boîte qui C'est reste ça. au-dessus de nos avis à nous, quoi, Ouais, c'est concrètement. rare qu'on ait vraiment des C'est divergences. rare, ouais. En général, quand on remonte là, quand on prend du recul pour dire, OK, c'est vers où qu'on veut aller, il y a toujours une solution qui n'est pas plus évidente que l'autre. Alors peut-être qu'on a eu de la chance. Peut-être, ouais, mais Oui. souvent quand même on parle d'une même voie commune, même en réunion. La dernière fois, là actuellement on est en train de changer tout le DS, il y a un système, on fait une refonte page par page, vraiment fonctionnalité par fonctionnalité en découpant au maximum. Initialement, c'est pas le choix de l'équipe tech. Euh, le jour où ils en ont parlé, il s'avère que Ben et moi en même temps avons donné la même réponse sans qu'on se concerte Oui. concrètement. Donc ça arrive assez peu et en fait naturellement en fait on a des hebdos toutes les semaines, on discute énormément et on se tient au courant de tous les éléments au fur et à mesure. C'est ça. Et si il y a un message sur Slack qui arrive et on sent qu'on n'est pas d'accord dessus, on va se poser de 5 minutes dans une salle pour être Ouais, d'accord sur le message qu'on va communiquer au reste de l'équipe. ce qui est souvent la bonne manière de Ouais, faire. Plutôt que perdre et de envoyer 25 messages devant tout c'est le monde ça. qui brouillerait en fait la communication. Et pour le côté management, bah, moi je continue à manager les devs pour le management mentoring et pareil gig, Côté manager dev. mentor le produit. Ça change pas. Merci. Top, un bel exemple de co-création de contenu efficace, enfin de belles participations. Ça C'est serait toujours gênant si on répondait pas à la même chose. Ouais, ouais, non, mais c'est important hein, cette question de savoir qui tranche à la fin et comment on gère, parce qu'on n'est pas forcément Mhm. toujours d'accord, même avec la meilleure volonté. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est pas une question anodine. On va passer le micro à Thibaut Firmin maintenant pour une autre question, plus sur l'organisation de l'équipe. Si Thibaut est avec nous, je vois ton nom, mais je ne t'entends pas. Ouais, on t'entend pas Thibaut. Vous m'entendez? Oui, ça marche. Ouais. Ok, désolé, micro compliqué de mon côté, mais j'essaie de faire vite. Salut à tous et merci pour la présentation. Petite question, du coup, c'était par rapport aux vos cérémonies que vous pouvez avoir sur le niveau, enfin, comment vous faites votre follow-up au niveau daily, weekly, monthly entre vos deux équipes et comment justement
la bête à deux têtes que vous arrivez à la synchroniser. Et vous avez parlé aussi au tout début d'OKR. Je voulais savoir aussi peut-être comment vous faisiez le lien entre vos tâches et justement les OKR. Ouais. Sur Rituel, ouais, on a fait un truc un peu iconoclaste de tuer le sprint planning. Moi, j'ai voulu tuer les daily stand-up aussi un moment, mais quand même, suite à un sondage, on a vu que ça avait quand même de la valeur pour tout le monde. Mhm. Ça va juste d'avoir une petite synchronisation quotidienne. Et par contre, le sprint planning a été remplacé par un PPP. Le principe du PPP, c'est un mail qu'on envoie enfin, chez nous en tout cas, c'est un mail que chaque membre de l'équipe va envoyer tous les lundis à Guy et à moi et aux autres personnes concernées si besoin. Il va dire progress, planned et pain. Donc, sur quoi j'ai avancé, ce que je vais faire cette semaine et si j'ai eu des soucis. En vrai, les deux premiers éléments, normalement, on a à peu près cette vision, mais ça permet de le mettre par écrit, d'avoir un peu cette visibilité aussi. Et la partie la plus intéressante, c'est la partie des pains, parce que justement, c'est l'occasion de prendre du recul, de dire, OK, sur quoi j'ai buté cette semaine? Et juste faire cet exercice une fois par semaine, sur quoi j'ai buté, quels ont été mes problèmes. Ces choses, des fois, on va passer une demi-journée sur un bug, le lendemain, on est passé à autre chose, et dire, ah oui, c'est vrai, il y avait cette demi-journée que j'ai passé sur ce bug, parce que ça, et prendre du recul, et le fait de le mettre par écrit, nous aussi, ça nous donne plus de temps pour répondre, pour prendre des actions, pour créer un ticket si besoin, etc. Toute l'entreprise a son PPP, il s'avère. Nous aussi, on le fait, Alex et Sévan, nos fondateurs. Voilà. Et toutes nos équipes le font. On s'est rendu compte que surtout les pains n'étaient pas pareils que ce qui nous était remonté en point Ouais. individuel ou en rétro d'équipe. Et qu'en fait, ça permet même, ou en daily, et ça permettait de lever des vrais sujets. Et puis de réagir plus vite. Et en dehors de ça, on a quand même un meeting toutes les 2 semaines pour chaque squad, pour l'organisation de la squad en elle-même. Et les kick-offs, en fait, qui rythment beaucoup le rythme de vie de lancement des nouveaux développements. C'est ça. Et moi, du coup, je conserve des weekly avec les développeurs plus juniors, mais du coup, on peut se focus plus sur vraiment de la code review, repasser sur le code, repasser sur vraiment, on peut passer 1 heure et demie sur une fonction s'il faut, et l'idée, c'est de progresser techniquement et de lever les doutes qu'il y a au-delà des code review, au-delà pardon, des revues de code au moment de la pull request, d'avoir des points intermédiaires. Et il me semble qu'il y a les deux qui Sur les Ah, OKR. les OKR, ouais. Sur les OKR, bah, du coup, c'est des OKR communs, déjà pour Mhm. commencer. Tech et produits, qui sont des OKR plutôt qui mélangent des OKR un peu de delivery, du fait d'atteindre les objectifs de date et de sortie de projet, et des objectifs très product adoption et rétention, conversion, qu'on fixe ensemble et en fait assez naturellement par rapport aux C'est tempêtes des ça. boîtes. En général, on n'a toujours pas craqué le truc idéal, mais souvent on va avoir un OKR plus rétention, un OKR plus acquisition, et après chacun un OKR différent pour le coup, peut-être plus sur les process tech, la testabilité, la qualité de code, et vous aussi sur plus vos rituels, Ouais. sur les user interviews, etc. Les trucs vraiment purement produits et les trucs purement tech. On va avoir des OKR un peu séparés. Et entre avoir on a essayé un peu les deux, je suis satisfait d'un peu d'aucun des deux, d'avoir des OKR sur la délivrabilité, dire telle feature doit être release à telle date, mais comme les dates bougent tout le temps, c'est pas très fiable. Alors on essaye d'être un peu plus rigoureux là-dessus, et des OKR sur les enjeux business, mais pareil, même si on implique beaucoup les devs dans l'enjeu, si la feature marche pas derrière, est-ce qu'on peut vraiment le pointer du doigt et dire ce que le truc que tu as développé, on n'arrive pas à le vendre. Il y a un truc qu'on n'a pas craqué dans nos OKR, pour être totalement transparent, on est preneur même de vos feedbacks sur le sujet. C'est souvent, en fait, les OKR, ils aiment bien avoir des OKR communs entre équipes, donc avec les sales et avec nous. Et le problème, c'est qu'on a un temps de délivrer et Ouais. d'impact qui est quand même un peu plus long qu'un sales. Et du coup, on se retrouve quelquefois du coup, avec un OKR qui va être atteint, mais le quarter prochain. Parce que tout le travail qu'on a accumulé de Q1 va impacter Q2 plutôt, et pas assez vite Q1. Et donc, c'est un peu le défaut Oui. qu'on rencontre actuellement, qu'on n'a toujours pas craqué. Ouais, ça, mais là, tu vois, fin février, dans les OKR Q1, bah, si je les regarde aujourd'hui, il y a un projet sur trois qui finalement a été déplacé ou dépriorisé. Ouais, parce que vu qu'on itère pas mal de ce Ouais. côté-là, ça peut poser problème. Donc, Top, merci. 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 C'est vrai que c'est pas toujours facile de faire le lien entre les fonctionnalités et l'impact qui en découle, qui est forcément un petit peu décalé dans le temps. Et Ouais. voilà, c'est pas toujours évident.
Et pour la partie sprint planning, tu trouves ça iconoclaste de tuer le sprint planning et de remplacer par autre chose? J'ai l'impression que c'est de plus en plus courant, en fait, Ouais. de remettre en cause le Scrum et un certain nombre de réunions qui en découlent. Et on entend de plus en plus de voix, y compris par les fondateurs et les signataires du Manifeste Agile, qui se disent, au bout du compte, Mhm. ça marche pas aussi bien que ce qu'on aurait espéré et il est temps de changer de technique. Donc, c'est plutôt Mhm. une bonne approche de nos jours de remettre en cause ces choses-là qui étaient pourtant la norme il n'y a pas si longtemps. Ouais. Je vais passer la main pour une autre question à Guillaume Lefebvre sur la gestion des deadlines, en gros. Est-ce que Guillaume est Mhm. avec nous? Guillaume, pareil, on ne t'entend Oui, pas. Oui, c'est bon, on allô? t'entend. Ah, bonjour. Merci pour la Bonjour. présentation. Ouais, moi j'avais plutôt une question niveau deadline. Euh, du coup, si j'ai compris, c'est bon, les développeurs et le produit, du coup, vous mettez pour chaque projet une deadline de passage en preview, passage en prod. Ouais. Et donc, du coup, ben, moi, ma question, c'était un peu comment vous gérez ces deadlines par rapport si vous gérez plusieurs projets en même temps, au niveau notamment des releases. Est-ce que vous faites des releases, du coup, bah, régulièrement pour chaque projet? Et si oui, du coup, est-ce que vous faites des phases de NRT sur ces releases-là, sur ces projets à chaque fois, quoi? Alors, on m'en prend 3 à 4 fois par jour, Alors, pour ouais, les releases. là, on parlait des gros projets. On garde des rythmes très agiles sur les Mhm. correctifs, les petites évolutions, ou dès que c'est un bug fixe, on va faire la release dans la demi-journée. Et de ce côté-là, la QA est seulement faite par le Ouais. tech. Oui. Voilà, ils sont honneurs du sujet à 100%. Donc, à l'inverse, s'ils créent d'autres bugs, bah, ils vont devoir les gérer aussi dans la Oui, foulée, c'est ça. concrètement. Donc, ils sont assez On, responsables du on sujet. budgète toujours quand même du temps de maintenance après la release, parce que l'idée, la Mhm. date de release, c'est d'avoir quelque chose sur lequel. Alors, je demande toujours aux équipes marketing de nous laisser quelques jours pour s'assurer que la feature est stable en production, pas communiquer à la minute où elle est mise en ligne, pas mettre en ligne non plus le vendredi à 18h. On essaie d'éviter sur les grosses features. Et voilà, se laisser un peu de marge. Et après, en effet, il y a toujours des itérations, que ce soit des bugs ou des choses auxquelles on n'avait pas pensé, ou des petites évolutions, des choses. On se rend compte que l'UX, c'est pas comme on l'avait imaginé, même pendant la QA, sur des cas d'usage spécifiques ou des side effects qu'on n'avait pas vus. Donc, il y a toujours une phase d'itération. Et là, c'est moins géré en mode projet et plus Oui. géré au ticket pour le coup. Ouais, en fait, concrètement, après un kick, donc on fait le kick-off, il y a un seul développeur par feature qui fait tout son sujet, qui livre à temps. Et souvent, donc du coup, on lui laisse 1 à 2 jours de buffer pour gérer les bugs qui peuvent avoir été sortis sur sa release, pour faire quelques autres petits tickets importants et autres, avant d'entamer sur sa prochaine feature et le prochain projet qui est considéré comme critique, sur lequel il va refixer une Mm. date et ainsi de suite. Et on a toujours quelqu'un qui a un peu, sur toute l'équipe, il y a toujours quelqu'un qui, à ce moment-là, sur une semaine, a un peu plus de bande passante, du coup Mm. et va gérer les bugs et autres. Et sur les gros projets, donc du coup, la release arrive à la fin vraiment du premier scope qu'on a défini. Il y a la release, quelques jours de QA, puis on enchaîne. Et après, sinon, il y a tous les jours, vraiment 2 à 3 fois par jour, des releases sans phase de non-régression sur cette partie-là. À l'inverse, sur les releases de features majeures, il y a une phase de non-régression qui est effectuée dans la journée sur les points importants, plus quelques tests automatiques qui évidemment fonctionnent. Mm. Super, bah, merci. Et j'avais une autre petite question aussi, qui était plutôt sur le découpage. Vous découpez beaucoup du coup vos projets. Mhm. Et c'était un peu qui a la charge de ce découpage-là entre le développeur, le PM, et quelle est l'importance en fait du développeur aussi, peut-être dans la partie discovery. Il y a un premier découpage fait côté produit qui est challengé par la partie tech, en fait. C'est ça pendant le point de Ticket et ticketing. engine review, ouais. Ouais. Et la participation côté discovery, pour répondre à cette partie-là, elle intervient surtout sur la fin, en fait, sur les dernières itérations de la solution et pas tellement sur l'identification des problèmes. Il y a une phase en moment où les maquettes sont presque finies, on va valider avec eux les intégrations, faire des différents allers-retours, voir si tout est Mm. good niveau DS, voir s'ils n'ont pas d'autres idées. Ils participent à des ateliers métiers sur des sujets un peu majeurs, quelquefois, surtout quand c'est des fonctionnalités qui sont déjà en production, pour qu'ils nous remontent aussi, eux, ce qu'ils ont vu comme problème dans le code, des bugs qu'ils ont dû corriger dernièrement ou autres, et qui reviennent souvent, et qui correspondent à des cas euh, pas prévus initialement ou autres. Et ils participent, comme les métiers, en fait, in fine, aux ateliers dans la discovery.
Ouais, sur le ticketing, on a essayé de faire le product seul créer tickets ou le dev seul écrire tickets. Il n'y a aucun des deux ne fonctionne. Donc les deux se mettent autour d'une table. Alors le product manager prépare les tickets, les deux se mettent autour d'une table pour refaire une passe dessus s'il faut tout réécrire. Enfin, on On évite de tout réécrire, redécoupe, mais on mais redécoupe au on besoin. redécoupe au besoin. Puis ça permet surtout que bon, il y a toujours une valeur utilisateur business au ticket. Donc, si n'importe qui d'autre que le dev qui est en charge de la feature passe dessus, bah, il va pouvoir comprendre le ticket et ça lui leur permet aussi d'ajouter les éléments techniques qui sont nécessaires ou qui avaient tendance à être oubliés. Ou quelquefois, dans ce cas-là, on crée des tickets techniques spécifiques et le sprint devenait lisible pour tout le monde. Donc, c'était pas du tout l'idée. Mhm. Super, bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Ouais. Très bien, c'est vrai que les tickets autosuffisants, c'est quand même assez pratique. On a une autre question qui rejoint en gros le besoin de réconcilier la prédictabilité dont on a besoin de produits pour avancer sur la roadmap et la fiabilité des estimations qui est, pas, enfin, qui est notoirement difficile à produire côté tech. Je vais donner pour ça un peu plus dans le détail le micro à Anne Petit-Imbert. Elle est plus dans le webinaire. Ah, elle est plus là. Ok, donc bon, il y avait cet aspect que je viens d'évoquer. Il y avait aussi derrière la question de la gestion des retards, hein, puisque vous communiquez Mhm. aux clients bêta-testeurs des dates, qu'est-ce qui se passe quand on est en retard. Voilà, c'était ça l'essentiel de la question. Sur la communication, on ne donne pas tout à fait la même date qu'on Oui, disait au on marketing et aux garde un peu de marge bêta-testeurs. quand même. On garde de la marge pour tester nous-mêmes en production, s'assurer que c'est good et se prévoir voilà, Ouais, c'est ça. un Et petit toujours braquet de avoir le marge. soft launch où le produit est live mais pas communiqué pendant quelques jours pour laisser ce volant. On n'a pas eu de gros accidents parce qu'en Oui. fait, mine de rien, quand le dev sait que c'est communiqué au client, ça donne le dernier coup de collier et en fait, ça accélère bien les développements, mine de rien. Donc, c'est assez Et si vraiment il quick. s'avère qu'il y a un bloqueur au niveau de l'intégration, c'est des choses qu'on a eu récemment avec une API tierce où bah, l'API ne retourne pas ce à quoi tu t'attendais, il faut rechanger d'API, éventuellement revoir un peu le design du projet. Là, on assume le retard, on décale. Ben, on a de la chance, c'est des choses sur lesquelles on n'avait pas communiqué à notre client, mais éventuellement communiquer qu'on a un retard si on a un retard et l'assumer. Pour être même précis, c'était une partie du scope du projet qui pouvait pas, qui n'aboutissait pas. Donc, on a quand même sorti 80% du scope du projet. Et la dernière phase qui ne marchait pas, ben, on l'a redécoupé et on itère pour trouver la bonne solution côté technique. D'accord, donc ça, vous arrivez à vous en sortir comme ça et vous n'avez pas de problème de flexibilité sur on a donné une date, ok, on a un coup de collier, mais Oui, enfin, c'est toujours ambigu hein, de se dire, ok, je ouais. vais essayer de booster les équipes en donnant une date et en même temps, on a du mal à savoir combien de temps ça va prendre. Mais bon, C'est la date qui est donnée vraiment par le développeur lui-même. C'est pas nous qui ouais, le ça, donnons. c'est vraiment très positif et ça aide Ouais, à avoir quelque ouais. chose qui a du Et sens. en fait, au début, ils donnent une date et les premières fois, on leur dit, bah, rajoute 10 jours à peu près. Hmm. Parce que là, C'est ta ça, date, tu oui. as oublié beaucoup de choses. Tu as oublié et on peut fait la liste. Et puis en plus, c'est bien qu'il ait de la confiance. Et après, on le challenge. Et au fur et à mesure, ils apprennent. Sur les développeurs juniors, ils sont beaucoup plus accompagnés qu'un Ouais, développeur senior. c'est Et dans ça. tous les cas, sur les premières dates, ils sont accompagnés. Et au fur et à mesure, ils itèrent et ils apprennent à bien les faire dès la V1. Ça, on dit que c'est les développeurs qui fixent les dates, mais je suis quand même présent à les 80% des kick-offs avec les développeurs juniors. Un stagiaire qui est arrivé il y a un mois, bah, c'est pas, je lui ai dit, je pense que tu peux Hmm. sortir pour quelle date, évidemment. Et l'idée, c'est à la fin de son stage qu'il soit capable de faire des estimations et d'avoir des idées là-dessus. Et souvent, même avec des développeurs qui sont là depuis un moment, je les connais aussi, ils annoncent une date et j'ajoute une semaine derrière. Et après, pour bien expliquer cette idée de date, le, le fait que les projets, on l'annonce à des clients, c'est fait sur des devs qui sont plus seniors. On ne va pas le faire avec des devs juniors. On a une certaine certitude qu'ils ont un bon niveau de connaissance de la plateforme et une bonne capacité à aller évaluer aussi les dates et à dérisquer le sujet derrière pour Ouais. la communication. Et donc, sur des petites features, à l'inverse, on en tient compte aussi. On n'est pas rentré dans le détail, mais au moment du kick-off, il y a une des questions qui est quels sont les risques, quels sont les inconnus de ce projet? Donc les inconnus connus, alors il y a toujours les inconnus inconnus, enfin, qui par définition on ne connaît pas, mais il y a des inconnus connus qui sont est-ce que cette API va se comporter pareil en dev et en prod? On sait que dès qu'il y a une API tierce à intégrer, il y a toujours des problèmes. Ça, on sait que c'est presque une valeur sûre, donc on sait que là-dessus, on se dit bah, il y a un risque là-dessus, on se budgète 3 jours de risque qu'on va faire en gestion financière, on a un budget risque qu'on Oui, s'octroie. c'est vraiment quelque chose qui a indiqué les risques qu'on peut avoir au projet. Et donc, du coup, un projet qui est avec énormément de risques, c'est pareil, on ne va pas aller communiquer une date sûre au client. Et on Mm. va rester, voilà. Et dans la communication, on peut aussi rester flou
Par exemple, pour le MDM, on avait dit ça arrivera fin juillet, la version Mac. Fin juillet, il y a 2 semaines. Ça nous permet quand même une certaine largeur pour atteindre un objectif côté client. Oui, et le fait d'avoir des effets ces risques aussi, on peut se dire, ah, on sait qu'il y a un risque là-dessus, bah, peut-être ce que tu fais en premier, c'est le MVP de l'appel API. Tu fais le premier appel API et après on se fait un point. Et si on se rend compte que ça ne marche pas, qu'il y a des complexités, on set up un call avec le prestataire, on prévient Guy, on décale la deadline et on essaie d'être un peu défensif là-dessus. Ok, ça marche, très clair. Je voulais citer la loi de Hofstadter là-dessus, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui dit que les choses prennent plus de temps que prévu, toujours, même en Ouais, parlant même de la pas loi en de France. Hofstadter qui dit que les choses prennent plus de temps que prévu, toujours. Ouais, c'est Mais vrai. bon, on est obligé aussi d'essayer d'avoir de quoi avancer, on va dire. Nouvelle question sur qui est-ce qui s'occupe de la QA chez vous? Est-ce que c'est les devs qui font les tests? Est-ce qu'il y a une équipe dédiée? Est-ce que c'est les PM? Comment ça se déroule ce côté-là? Alors, moi, j'essaie de responsabiliser du coup, le fait de responsabiliser les devs sur ces enjeux business, les mettre en amont du projet, qu'ils soient vraiment responsables de leur projet, que ce soit vraiment leur projet. Ça fait que j'attends aussi de leur côté qu'ils fassent la QA technique, disons qu'ils aillent tester un peu les edge cases, les side effects, qu'ils aillent faire une première passe de test, eux, en même temps qu'ils codent. Et après, la QA plus formelle est faite par l'équipe produit. Tout à fait. Et après, il y a une phase sur vraiment sur les grosses features. Mhm. Côté sales et métiers, on leur envoie pour qu'un, ils aient Ouais. l'information et deux, qu'ils nous fassent des feedbacks concrètement. Et donc, oui, il y a une grosse phase QA qui est faite tant par les designers que par les PM. Les deux y participent pour faire l'ensemble des feedbacks aux développeurs. Mhm. Et il y a une revue de code qui est faite alors sauf qu'on fait un peu faire au fur et à mesure pour les gros projets, mais qu'on fait au moment juste avant la mise en prod. Alors faut faire attention parce que ces changements de dernière minute aussi, on dit ah est-ce que tu veux pas me refacto cette fonction que ce soit plus lisible? Souvent c'est des choses qui introduisent des bugs, donc on essaie d'être vigilant là-dessus aussi, mais plus côté dev. Clairement, le petit refacto innocent de dernière minute, Oui, c'est et j'ai vite juste bien simplifié un fait. truc au dernier moment, ça arrive. C'est jamais Combien de dit. fois on se la prend en se disant mais non, ça change rien, et puis en fait, Mm. par Mm. inadvertance déclenché un gros bug. Oui. Ouais, c'est Euh, ce qui s'est passé la semaine dernière, hein. ça m'étonne pas. Il y a un bug, on va rajouter un statut, et du coup, ça a généré plein d'autres bugs toute cette Ouais. semaine qu'on a dû résoudre. C'était un plaisir. Très cool. Classique. On arrive un peu au bout des questions, au bout du webinaire aussi. Je vais inviter les participants à nous donner une note sur 5 sur ce qu'ils ont pensé de ce talk et faire des feedbacks en commentaire. Et puis, donc, le replay sera présent dans la journée sur YouTube et tous les participants recevront un mail pour y avoir accès. J'ai une petite dernière question sur est-ce que l'IA a changé votre métier, si vous avez envie d'attraper. Sur ces parties-là, process, pas tant que ça. Copilot aide beaucoup en dev. Mhm. On a essayé de faire écrire des tickets par l'IA, mais il va inventer, soit il utilise l'info qu'on lui a déjà donnée, soit il va inventer des choses. Donc, il n'a pas encore tout le contexte de toute notre Notion, toute notre base de code. Le jour où il aura ça, peut-être ça sera intéressant. Ça a simplifié dans quelques recherches très métiers, par exemple sur l'IT management Mm. ou sur le MDM, quand on a pris le sujet il y a un an où on ne connaissait pas Ouais. grand-chose. Pour Ça nous dégrossir a permis de dégrossir. la C'est intéressant pour discovery. dégrossir des thématiques, des nouveaux produits. Et ça peut nous accompagner de ce côté-là. Ça nous accompagne aussi côté PM, qu'on a un peu de SQL à faire pour aller faire de la requête sur Postico pour aller sortir un peu de data. Ça peut nous aider. Il suffit de bien lui donner les noms de table et les noms des colonnes et ainsi de suite. Et ça marche plutôt bien quand on connaît la base de données, mais si on n'est pas en top niveau SQL. Mhm. Voilà. C'est tout sur les deux pans, je pense que ça nous accompagne Ouais, non, plutôt sur pas mal. vraiment la gestion de projet, pas tant que ça finalement. Ok, Parce qu'il y merci a tellement beaucoup. d'enjeux business et métiers que c'est dur de donner tout contexte à l'IA pour que ce soit Mhm. pertinent. C'est ça. Et puis même avec tout ça, il y a quand même des hallucinations assez courantes Oui, où c'est pas Ouais. évident de faire la part des choses. Le mot de la fin est pour vous avant. Enfin, je ferai la clôture après, mais je vous laisse un dernier mot pour dire ce que vous avez envie de dire, que ce soit des conseils, de communiquer des idées, des choses que vous voulez souligner, etc. Donc, je vous laisse la parole une dernière fois et après, on se dit tous au revoir. Bah, je pense que ce qui est intéressant, c'est dans notre méthode de travail, c'est la partie kick-off qui nous a beaucoup amélioré la compréhension des projets entre tech et produit. Mhm. Et les deadlines, ça peut paraître, vous avez plein de questions, vous dites, ouais, ça ne peut pas marcher.
Mais en fait, ça a vraiment permis une accélération du delivery au sein de l'équipe. Il y a eu un moment où on l'a fait, un moment où on avait arrêté, un moment où on l'a refait. Et dans les deux fois, à chaque fois, ça accélère le delivery, ça permet d'atteindre des objectifs et ça permet d'aller plus vite que la concurrence. Je vais vous donner un exemple très bête, sans citer, mais on a des compétiteurs. Quand on met en production quelque chose, 2 semaines après, ils font la même feature. Donc, du coup, bah, en fait, ce concept d'aller vite pour rester au sein de l'océan bleu que vous avez construit en tant que startup, il est hyper important. Parce qu'il faut aller plus vite que vos compétiteurs pour rester au sein d'un océan bleu afin de proposer le meilleur produit de haut niveau côté business. Et donc, c'est un vrai enjeu, en fait, cette vitesse. Il faut trouver vraiment les clés à donner. Et c'est ce qui nous a permis, je pense, de rester côté fleet frugal aussi longtemps sans lever de fonds. Pertinent. Oui, de mon côté, pas grand-chose à rajouter. Bah, merci à tous pour vos participations et d'être venus si nombreux. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn si vous avez d'autres questions ou vous voulez continuer la discussion. Pareil pour moi, mon LinkedIn est ouvert. Et puis, n'hésitez pas à y tester le service fleet, tant Ouais, on prend location tous les que retours. sécurité, que à candidater pour l'offre de Voilà, développeur. développeur. Super, ben, n'hésitez pas, en tout cas, il y a des bonnes pratiques et ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe de plus près. Merci à tous pour votre participation. Les prochains lives, on aura mardi 5 mars un live product à Théodo sur la Discovery et Impact. On aura le 6 mars les 4 piliers pour manager des devs. Et on vient aussi d'annoncer un entretien en live, un truc qu'on fait ces derniers temps, de faire un entretien entre un talent et un recruteur, mais filmé et pour avoir les feedbacks en temps réel et tout ce qu'il faut faire et pas faire décrypté. Donc n'hésitez pas à regarder ça. En attendant, merci encore Guy et Benjamin. Très belle journée à tous et bon appétit. Merci à tous pour vos questions et d'être venus. Et bonne journée à Bonne tous. journée.